Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Du même auteur, aux éditions L'Harmattan. La vie comme une œuvre d'art, biographie de Louis Aguettant. Victor Hugo, poète de la nature. La musique de piano des origines à Ravel-Verlaine. Lecture de Baudelaire. Lecture des Méditations de Lamartine. Lecture du Satire de Victor Hugo. Les amitiés littéraires. Paul Valéry, Paul Claudel, Gabriel Fauré. Émile Malle, Louis Mercier, Marcel Ormoy, Robert Browning. De Louis Aguettant et Louis Mercier. Nos lettres du Sinaï. Correspondance de deux jeunes écrivains à la fin du XIXe siècle. Avant-propos. À l'été 1889, à peine 5 ans après la mort de Victor Hugo, un jeune homme de 18 ans étudiant aux facultés catholiques de Lyon, écrivait à son ami Louis Mercier sa fureur devant les rangements de la bibliothèque. On a fourré la moitié de V. Hugo à l'enfer. L'abbé Joseph commandait, Vaganet exécutait, c'était terrible. La légende des siècles en enfer, mais c'est horrible. Dans quel siècle vivons-nous donc 13 ans après, Louis Aguettant, jeune agrégé, professeur de littérature française en ces mêmes facultés catholiques, passait un mois à la Bibliothèque nationale et chez Paul Meurice, ami et exécuteur testamentaire de Victor Hugo, à travailler sur les manuscrits du poète pour établir un VH annoté, daté pièce par pièce, illustré de variantes innombrables et inédites en vue de sa thèse sur Victor Hugo, poète de la nature, à laquelle il travaillera pendant 18 ans. On ne s'étonnera pas qu'un de ses premiers cours ait été consacré à la légende des siècles, cours qui sera repris au moins 2 fois et largement remanié dans les années suivantes avant 1914-4. Ces cours sont restés inédits, mais le talent d'analyste dès l'auteur, révélé par ses ouvrages sur Baudelaire et Verlaine, ainsi que sur la musique de piano des origines à Ravel, n'est pas moins brillant dans ses analyses de 9 poèmes de la. Louis Aguettant voulait donner à ses étudiants le goût d'une lecture substantielle, et exprimer la saveur des textes par une analyse qui recherchait tous les éléments concourant à leur beauté esthétique et à leur signification. Le mouvement d'un poème, le ton d'une strophe, le rythme d'un alexandrin, la singularité ou la fraîcheur d'une image, les résonances intérieures d'une expression, leur climat historique ou biographique, les idées qui s'incarnent dans le jeu des mots, les correspondances qui les relient à des sentiments ou à des sensations, et tant d'autres traces de l'invention poétique, laissées souvent inconsciemment par l'auteur, font de toute grande œuvre une mine inépuisable. En extrayant ces joyaux, on ne dissipe nullement le mystère, mais on l'amplifie tout au contraire en ondes qui vibrent à l'infini. J.L. Note bibliographique. Les références à la légende des siècles se rapportent à l'édition d'Arnaud Laster, Poésie Gallimard, 2002. Nous y renverrons avec le sigle AL. Pour les textes de Hugo difficiles à repérer, nous donnons éventuellement la référence moderne à l'édition de la Pléiade, de 1950, Pour Dieu et la fin de Satan, sigle P, ou à la collection bouquins, sigle B. Les indications relatives aux ouvrages cités sont données dans les notes. Il convient cependant de signaler spécialement les ouvrages de Paul Béret, qui dominent l'exégèse de la légende des siècles et auxquels cet ouvrage renvoie souvent. La philosophie de Victor Hugo, 1854 à 1859, et Deux mythes de la légende des siècles, Le satire et plein ciel, ed. Henri Paulin, Paris, 1910, que nous citerons, La philosophie. Le Moyen Âge dans la légende des siècles, et les sources de Victor Hugo, ed. Henri Paulin, Paris, 1912, que nous citerons, Le Moyen Âge. La légende des siècles, collection Les grands écrivains de la France, 6 tomes, Hachette, 1921-1922, dont les 2 premiers pour la première série de Hugo que nous citerons, ed. Critique. Ed. Introduction. La première série de la légende des siècles est probablement le chef-d'œuvre de Victor Hugo. Le sous-titre en donne la définition, ce sont de petites épopées. Hugo a pensé que pour bien des raisons, la vaste épopée traditionnelle était mal adaptée au temps moderne. Il a préféré à l'épopée fragmentaire, poème, qui est à la grande épopée ce que la nouvelle est au roman. Il se réserve d'ailleurs de grouper ses poèmes par cycle, et compte sur sa philosophie de l'histoire pour donner de l'unité à l'ensemble, mais cette philosophie sera la partie faible de l'œuvre, la philosophie d'un bourgeois anticlérical, démocrate, vaguement socialiste,
qui a la haine de l'autorité et une foi aveugle dans le progrès. Il est déplorable qu'elle diminue Victor Hugo comme poète, en rétrécissant sa faculté de sympathie. Ce recueil a une extrême importance, d'abord dans l'histoire de la poésie française car il est la meilleure réponse qu'on ait faite à ceux qui pensent que les Français n'ont pas la tête épique, ensuite dans l'histoire du romantisme. La légende des siècles résume sous une forme éclatante l'effort d'un demi-siècle pour élargir, étendre, enrichir notre poésie, ou plus rigoureusement les acquisitions pittoresques et techniques du romantisme. La rhétorique et la métrique de cette époque s'y épanouissent magnifiquement. C'est là que B. de Fouquier cueillit les plus beaux spécimens de l'alexandrin, que les parnassiens puisèrent à pleine main rimes riches, images éclatantes, etc. Presque tous rimèrent quelques petites épopées à l'instar du maître, François Coppée, Catulle Mendès, Sully Prudhomme et même Verlaine. La légende des siècles est comme un splendide coucher de soleil du romantisme. Pour Hugo, elle représente l'apogée de sa deuxième manière et le dernier terme de son évolution vers un art relativement impersonnel et objectif. Elle comporte 3 séries. Première série 1859, de vol. Deuxième série 1877, de vol. Série complémentaire 1883. Mais c'est la première série qui donne le ton, et qui est de beaucoup la plus belle. Donc, si l'on veut bien comprendre cette œuvre, il ne faut pas la séparer de cet énorme amas d'écriture qui est daté de Jersey et de Guernesey, et il faut surtout restituer l'atmosphère de l'exil, période féconde entre toutes, période de renouvellement, de transformation profonde, examiner quelles influences agirent alors sur Hugo pour tirer de lui, à 50 ans passés, après tant d'œuvres, une poésie extraordinaire d'éclat et d'imprévu. L'exil. Bruxelles, Jersey, Guernesey. Hugo a vécu 18 ans en exil. Cela compte dans une vie même longue et il n'est pas surprenant qu'un tel changement de vie ait eu une influence décisive. L'exil d'abord a interrompu sa carrière politique, et ce fut un grand bienfait. Il n'en retira qu'amertume, longue rancune de la vanité blessée dont le trop-plein s'épanchera dans les châtiments. Du même coup, l'exil le rend à sa vraie vocation. Désormais, il n'agira plus que par des poèmes. Et c'est tant mieux pour sa gloire. Depuis 1843, le drame de Villequier et l'échec des Burgraves, il n'a pas publié de vers même s'il en avait écrit. Le tome 1 des Contemplations et Pauca Meae, nombre de pièces de toute la lyre et même quelques pièces de la légende, c'est quelque chose mais c'est peu, très peu comparé à la production si étonnamment abondante de la période qui avait précédé de 1829 à 1840, les orientales, les feuilles des apostrophes, automne, les chants du crépuscule, les voix intérieures, les rayons et les ombres, et les drames en vers. Stérilité relative qu'on est tenté d'abord d'expliquer par sa grande douleur paternelle. Mais l'explication ne vaut que pour les premiers mois. La prodigieuse vitalité du poète, son incoercible besoin d'action reprirent très vite le dessus. La vérité c'est que l'ambition, pendant cette période, faillit le jeter hors de sa vraie voie. À l'instar de Chateaubriand et de Lamartine, il croyait posséder le double génie, homme d'État autant que poète. Napoléon III lui rendit l'immense service de le restituer de force à la poésie. L'exil isole Hugo, même si c'est un isolement relatif. Outre sa famille, ses amis, il reçoit de fréquentes visites de France, à Jersey surtout. À partir de 1855, à Guernesey, ce sera la vraie solitude. Il est une sorte de titan cloué sur son rocher. Il habite déjà le pays d'outre-tombe. L'éruption des invectives des châtiments a assouvi ses rancunes. Il a épanché largement son moi dans les contemplations. Apaisé, il s'enferme dans son look-out de Hauteville et travaille de longues heures. Le présent s'éloigne. C'est le temps des contemplations historiques et légendaires, de l'épopée. Le Seigneur des mots. L'exil marque une césure incontestable dans l'œuvre de Victor Hugo, où l'on doit distinguer ce qu'il écrit avant le tome 2 des Contemplations et ce qu'il écrit à partir de ces mêmes Contemplations. Cela ne veut pas dire qu'il n'ait évolué qu'en une seule fois, par un saut brusque. Il s'est développé d'une croissance continue, de 1822 à l'exil, des odes au livre 1 des Contemplations. Mais ensuite le fil nous échappe, il y a un abîme 5. La deuxième manière est à son apogée avec la première légende des siècles. Les recueils suivants contiendront des beautés égales, non supérieures. Puis ce sera le déclin, par abus de verbalisme. Cette deuxième manière tantôt épique, tantôt lyrique ou satirique, tantôt apocalyptique, est souvent tout cela à la fois.
Mais il faut la caractériser avec plus de précision, car dans l'œuvre antérieure, de nombreuses pièces pourraient déjà revendiquer ces épithètes. Elle se distingue d'abord par l'éclat de la vision poétique. Nulle part Hugo n'est plus évocateur que dans les poèmes de ce temps. Ainsi l'Olympe du satyre, le jardin de la rose de l'infante, l'orgie au château de Finale d'Henrabert. La vision est si intense qu'elle va jusqu'à une demi-hallucination, contagieuse pour le lecteur. Un bel exemple pour illustrer les pages de Malebranche sur les imaginations fortes. Mais c'est aussi un développement prodigieux de la faculté mythique. L'imagination mythique consiste à douer de vie, de personnalité, d'action tous les êtres, même inanimés ou abstraits. C'est le génie des personnifications. Symboles, mythes, comparaisons, métaphores sont des procédés, des manifestations de cette faculté. Ce don spécial que Hugo a toujours eu se montre déjà dans les anciens recueils. Il se révèle par l'abondance des images, il s'épanouit plus largement en symboles développés, Mazeppa, la cloche, etc. Mais combien il est plus puissant, libre, continu dans la deuxième manière. Là, de vastes poèmes ne sont qu'un mythe développé, organisé, le satyre, le titan, plein ciel et la fin de Satan, épopée symbolique. Des mythes secondaires éclosent du symbole principal, comme dans le satyre, les vers sur le zodiaque et combien d'autres. Tout le tissu du style est élaboré par l'imagination mythologique. Hugo ne pense plus que par images. Métaphores, mythes sont le jeu habituel de cette forme d'imagination, et souvent aussi les comparaisons et les symboles en sont les produits. Ajoutez à cela une puissance verbale extraordinaire. Il avait toujours eu un vocabulaire très riche, et toujours en main une rhétorique puissante et docile. Mais rien qui pût faire prévoir le prodigieux foisonnement de vocables de la deuxième manière. Hugo devient vraiment le souverain seigneur des mots. Il en connaît toutes les ressources pittoresques ou sonores, sans violence, le plus souvent, sans néologisme ni solécisme, par le jeu de combinaisons nouvelles. Il en tire les effets les plus imprévus. Il en joue comme un symphoniste de génie joue des timbres de l'orchestre moderne. La versification, et spécialement la rythmique, est plus variée, plus libre que jamais. Les coupes ternaires y sont mêlées avec maîtrise à l'alexandrin traditionnel. La rime n'a jamais été plus riche. Le vers a une sonorité, une ampleur que Hugo lui-même n'avait pas encore atteinte. Banville, dans son petit traité de poésie française, conseille aux jeunes poètes d'apprendre le métier dans la légende des siècles. Pour lui, ce livre est l'A et l'Oméga, la Bible de l'écrivain en vers. Tout cela engendre une virtuosité poétique de premier ordre. Assurément, Hugo n'a jamais eu autant de puissance que durant l'exil. Dans les châtiments, les contemplations, la légende des siècles, la magnificence, la force, la souplesse de son génie sont une fête pour l'imagination. Malheureusement, cet apogée coïncide avec la poétique la plus fausse. C'est alors qu'il prétend ne relever que de la nature. La nature est pour nous l'unique et sage verbe, et notre art poétique ignore d'espréaux. C'est-à-dire plus de tradition, la nature seule, c'est l'aboutissement de son romantisme. Or dans la nature, on trouve ce que l'on veut. Hugo y découvre sans peine la justification de ses pires tendances, antithèses, grotesques, outrances. Il se persuade que l'excès en tout est le signe du génie, que sobriété et goût sont des inventions de cuistres impuissancis. Et tout son romantisme se déchaîne. L'excès, à la fois spontané et systématique, voilà la tare des œuvres de la deuxième manière. Abus de la force. Hugo verse dans l'énormité, manque trop souvent de naturel et de mesure. Préciosité, l'excès dans le joli et l'ingénieux. Excès dans le développement. Hugo répand dans ses poèmes une rhétorique prestigieuse mais qui inonde. Trop souvent le poète est noyé par le rhéteur. C'est un cas éclatant d'ivresse verbale. Bref, l'exil est le temps où Victor Hugo a eu le plus de génie et le moins de goût. Ainsi s'explique que les œuvres de cette époque soient d'une singulière puissance, mais rarement d'une beauté pure. Pour toutes ces raisons, la légende des siècles n'est pas l'œuvre la plus pure, la plus parfaite de Hugo, mais elle est la plus puissante, originale et féconde. Qui aime vraiment un poète, préfère entre ses œuvres celle où il est le plus complètement lui-même. Ainsi, préférer chez Lamartine La chute d'un ange, c'est montrer qu'on a mal senti Lamartine, car ce poème vaut surtout par des qualités peu lamartiniennes. Au contraire, les méditations et les harmonies sont la pure essence de son génie. La légende est sans doute l'œuvre la plus représentative de Victor Hugo, car nul autre ne montre à ce point le triple aspect de son génie,
lyrique, épique, satirique. Et sa force créatrice ne se déploie nulle part plus largement. Il était fait pour aboutir à l'épopée. Il y tendait à travers Notre-Dame de Paris, les Burgraves, l'Expiation et maints poèmes. Il possédait le génie complet de l'évocateur épique. D'abord, la puissance extraordinaire de vision concrète et colorée, le don d'inventer inépuisablement ces détails qui font vivre un récit, actions, gestes, mots, et de dresser de vastes décors qui ressuscitent une époque avec une intensité qui tient de l'hallucination. Puis le sens et le goût des aspects pittoresques du passé. On ne lui demandera pas une érudition impeccable, mais il donne avec force le sentiment de la différence des temps. Enfin, la vision simplificatrice et grandiose qui procède par large parti pris comme l'imagination populaire. Hugo héroïse l'histoire, l'élabore en légende en ne retenant que quelques grands faits et quelques figures significatives qui prennent ainsi aisément une valeur de symbole. Un trait distingue la légende des siècles des épopées classiques, c'est que le moi de Hugo y intervient à chaque page. Les poèmes objectifs sont l'exception. Combien ne sont sous forme narrative que des châtiments, ou des apocalypses comme ceux des contemplations. Comme le dit Gustave Lançon dans la légende, la forme épique enveloppe une âme lyrique. Cela deviendra encore plus vrai avec les deux autres séries de 1877 et 1883. Le titre, la table et la préface. Après avoir situé la légende à sa place dans l'œuvre du poète, à l'apogée de la deuxième manière, voyons la conception d'ensemble qui l'a guidé, ce qu'il a voulu faire, en interrogeant le titre, la table et la préface. Pendant la période d'élaboration, quand il parlait de son œuvre à des familiers, Hugo l'a désigné sous ce nom, les petites épopées. Dans une lettre du 14 février 1859, François-Victor Hugo écrit : Mon père nous a lu aujourd'hui dimanche une admirable légende intitulée Rabert. C'est la veine des Burgraves agrandie et idéalisée encore. Et dire que cette splendide chose n'est qu'une pièce de cette œuvre. Quelqu'un qui n'aurait fait que cela serait sûr de l'immortalité. Il y a dans les petites épopées de quoi faire sans gloire. Ce titre caractérisait fort bien les éléments dont le livre se compose, un recueil de poèmes narratifs, mais ne laissait pas entrevoir l'idée d'ensemble. Hugo le trouva sans doute trop fragmentaire. Il conserva cette désignation comme sous-titre à la première série, mais préféra inscrire au fronton de son œuvre ces mots majestueux, la légende des siècles. Titre des plus heureux, qui évoque un vaste dessin d'ensemble, la conception d'une sorte de fresque de l'humanité, où l'histoire serait convertie en légende. Telle est bien l'idée que nous prenons de l'œuvre en consultant la table, qui nous montre une série de poèmes classés sommairement par époque, ordonnés en des cadres historiques très larges, d'Ève à Jésus, décadence de Rome, l'islam, le cycle héroïque chrétien, les chevaliers errants, les trônes d'Orient, etc. Le livre s'ouvre sur une évocation de l'Éden, il finit par la trompette du jugement. Entre ce prologue et cet épilogue, nous assistons à un vaste défilé des siècles. La préface confirme et précise cette première impression. Cet ensemble, que sera-t-il ? Exprimer l'humanité dans une espèce d'œuvre cyclique, la peindre successivement et simultanément sous tous ses aspects, histoire, fable, philosophie, religion, science, lesquels se résument en un seul et immense mouvement d'ascension vers la lumière, faire apparaître dans une sorte de miroir sombre et clair que interruption naturelle des travaux terrestres brisera probablement avant qu'il ait la dimension rêvée par l'auteur, cette grande figure une et multiple, lugubre et rayonnante, fatale et sacrée, Veum. Voilà de quelle pensée, de quelle ambition, si l'on veut, est sortie la légende des siècles 7. Voilà en effet, une immense ambition. Toutefois, ce plan déjà si vaste ne l'est pas encore assez pour Hugo. Vers la fin de sa préface, il présente la légende des siècles comme un chant d'un poème plus étendu, auquel se relient deux autres chants presque terminés à cette heure. Plus tard, nous le croyons, lorsque plusieurs autres parties de ce livre auront été publiées, on apercevra le lien qui, dans la conception de Vauteur, rattache la légende des siècles à deux autres poèmes presque terminés à cette heure et qui en sont, l'un le dénouement, l'autre le commencement, la fin de Satan Dieu. Il s'agit en réalité de deux œuvres posthumes, La fin de Satan, publiée en 1886, et Dieu, en 1891, mais qui ont été écrites à peu près en même temps que la légende. Dieu fut terminée en 1856. Quant à la fin de Satan,
Hugo y a travaillé à de longs intervalles entre 1854 et 1860, mais sans l'achever. Ces deux poèmes, quoi qu'il en dise, ne forment pas un tout, un ensemble lié à la légende par une réelle unité poétique. Ils ne s'y rattachent que par la philosophie de l'auteur et des traits communs aux œuvres de la deuxième manière. La fin de Satan est une épopée symbolique qui se suffit à elle-même. Œuvre bizarre, qu'il serait facile de tourner en ridicule, mais qui n'en est pas moins une des plus puissantes de Victor Hugo. C'est une vaste fiction symbolique dans laquelle il pose en poète le problème du mal 8. La scène du poème passe tour à tour du monde humain au monde surnaturel, et réciproquement. Mélange singulier de mythes chrétiens et d'esprits révolutionnaires. La deuxième partie, le gibet paraphrase de l'histoire évangélique, rejoint les plus belles pages de la légende. Dieu, poème beaucoup plus inégal et plus étrange, est une énorme vaticination métaphysique. Une série de révélations faites au poète par des animaux symboliques, dont chacun incarne une conception religieuse ou philosophique sur Dieu. Une dernière révélation, celle de la lumière, supprime en les dépassant toutes les précédentes. Mais le plein jour ne se lèvera qu'après la mort. Il me toucha le front du doigt. Et je mourus. Nulle part l'effort de Hugo vers la pensée philosophique n'apparaît plus démesuré et plus impuissant. Contradiction, obscurité, confusion, et quel abus d'amplification. Illisible pour la moyenne des lecteurs. Mais certaines pages, mythes et visions sont d'une merveilleuse beauté neuve. Quelle que soit la valeur de ces poèmes, ils ne sont liés à la légende que par la philosophie de l'auteur et ne forment pas un tout littéraire avec elle. Les petites épopées. L'idée de petite épopée est assez nouvelle au XIXe siècle. Les anciens certes l'avaient cultivée, comme Théocrite dans ses hymnes homériques ou Ovide dans les Métamorphoses qui recèlent bien des éléments épiques. Mais c'est un genre étranger à la poésie classique française. Du Bellay et Ronsard l'ont oublié dans leur programme de naturalisation des genres antiques. Pour eux, il n'y a d'autre épopée que le long poème, ou comme ils disent parfois, le grand carme, 12 chants 10 000 vers. Ronsard ne se croit pas poète épique dans ses hymnes, où se trouvent pourtant quelques récits en vers, mais seulement dans la Franciade. Ce fut, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, un dogme littéraire que personne ne songea à critiquer, préjugé responsable d'échecs sans nombre, telles ces lourdes machines si laborieusement montées au XVIIe siècle. C'est Chénier, averti par sa culture de grand humaniste, qui le premier battit en brèche ce préjugé, et à l'exemple de Théocrite, écrivit de petites compositions épiques dont plusieurs sont des chefs-d'œuvre, L'Aveugle, Le Mendiant, Ila, etc. Le genre fut repris par Vigny, qui l'approfondit et lui prêta une portée philosophique. Le comte de Lille continuera la tradition, mais si Hugo reçut l'idée d'ailleurs que de son propre génie, ce n'est pas à le comte de Lille qu'il la doit, car les poèmes antiques sont de 1852, alors que quelques-unes des pièces les plus épiques de la légende sont de 1846 à 1850, tel Embryo ou Le mariage de Roland. Preuve que le genre est bien adapté à l'époque, la même année que La légende des siècles, 1859, Tennyson publie un recueil de ses 4 premières idylles du roi, qui reprennent en petites épopées romanesques les légendes du cycle celtique et obtiendront un immense succès. L'idée de la petite épopée était donc dans l'air, mais Hugo a fort bien pu s'en aviser tout seul. Il y était comme prédestiné, car son œuvre antérieure tend à l'épopée, avec des pages telles que À l'Arc de Triomphe dans les voies intérieures, un roman épique comme Notre-Dame de Paris, Les Burgraves, vrai prélude à la légende, et bien entendu Les Châtiments, 1853, avec l'expiation qui couronne la série des poèmes napoléoniens dont la partie narrative a été écrite avant l'exil. Un cycle symbolisant l'histoire humaine. L'ambition de Hugo était donc de relier ces petites épopées en un vaste cycle symbolisant toute l'histoire humaine. Il est bien superflu d'en faire ressortir l'évidente grandeur. C'est un des plus hauts desseins que puisse concevoir un poète. Lamartine avait lui aussi conçu un vaste ensemble de compositions épiques embrassant toute l'histoire, sous le titre Les Visions, dont il parle dans une lettre à Virieu de décembre 1823. Ce devait être une immense épopée en 48 chants. Un ange, déchu par amour pour une femme, traverse une série de vies expiatrices, des premiers temps du monde jusqu'au jugement, cycle auquel aurait appartenu la chute des apostrophes. Un ange, peut-être Jocelyn, les pêcheurs, perdus en voyage, et les fragments des chevaliers,
paru en 1830 dans une réédition des Nouvelles Méditations. Mais il se fût agi d'une série de vastes compositions, dont chacune aurait eu l'étendue d'un poème épique. Le recueil des poèmes antiques et modernes de Vigny est plus proche de la légende, et présente à la fois la forme de petites épopées, et une intention cyclique. Cette intention, esquissée dès le recueil de 1822, intitulé seulement Poèmes, mais divisé en poèmes antiques, judaïques et modernes, est plus marquée dans le recueil définitif de 1837. Sans doute il reste bien des cadres vides dans cette galerie épique, mais si Hugo a pris quelque part l'idée de son livre, c'est chez Vigny qui écrivait fièrement dès sa préface à l'édition de mai 1829. Le seul mérite qu'on n'ait jamais disputé à ses compositions, c'est d'avoir devancé en France toutes celles de ce genre, dans lesquelles une pensée philosophique est mise en scène sous une forme épique ou dramatique. Hugo a-t-il réalisé le monument qu'il rêvait ? Il en a donné certes d'admirables morceaux, qui le nient ? Entre 20 exemples, bouts endormis d'une couleur si biblique, le despotisme ennuyé et cruel des monarchies orientales dans Imzizimi et Sultan Mourad, la grande magistrature guerrière de la chevalerie dans Eviradnes et le petit roi de Galice, l'épopée carolingienne dans Embryo. Mais le poète nous a promis un raccourci complet de l'histoire, un ensemble proportionné où chaque époque importante sera représentée. Ce n'est pas évidemment ce que nous offre la première série, où l'on peut relever lacunes et redites. Lacunes. Rien sur la Grèce, le satyre est un mythe classé sous la rubrique XVIe siècle. Sur Rome, une seule pièce, le lion d'Androclès qui symbolise la décadence de l'Empire, une seule pièce sur l'histoire évangélique, les origines du christianisme. Rien sur l'invasion des barbares, rien sur le rôle de l'Église au Moyen-Âge, si l'on accepte la chevalerie qui apparaît grande, mais toute laïque, rien sur les croisades, Jeanne d'Arc, la guerre de Cent Ans. Sur le XVIIe siècle, le régiment du baron Madrousse qui stigmatise les armées mercenaires. Rien sur la Révolution française. Redite. Hugo est inépuisable sur les usurpations, les tyrannies, les méfaits des rois et des grands féodaux. Sur ces deux points, l'auteur répond dans sa préface. Ici lacune, la étude complaisante et approfondie d'un détail, tel est l'inconvénient de toute publication fractionnée. Ces défauts de proportion peuvent n'être qu'apparents. Le lecteur trouvera certainement juste d'attendre, pour les apprécier définitivement, que la légende des siècles est parue en entier. Les usurpations, par exemple, jouent un tel rôle dans la construction des royautés au Moyen-Âge et mêlent tant de crimes à la complication des investitures, que l'auteur a cru devoir les présenter sous leurs trois principaux aspects dans les trois drames, le petit roi de Galice, Eviradnes, la confiance du marquis Fabrice. Ce qui peut sembler aujourd'hui un développement excessif s'ajustera plus tard à l'ensemble, Al, pp 6 à 7. L'excuse n'est recevable que dans une mesure très restreinte. Hugo a réparé quelques lacunes. Ainsi, sur la Grèce, dans la deuxième série, mais uniquement sur la Grèce mythologique ou la Grèce des guerres médiques. Un poème sur l'invasion des barbares. Dans la fin de Satan, la paraphrase de l'Évangile. Dans les quatre vents de l'esprit qui ne font pas partie de cet ensemble, un long poème sur la Révolution. Mais les deux dernières séries aggravent les redites par des redites nouvelles, et toujours dans le même sens. Acharnement à peindre usurpation, oppression des faibles, crime des rois. C'est l'aigle du casque après le petit roi de Galice, Masferrer ou Gaïfer Roré après le jour des rois. Ainsi, du monument promis, nous n'avons que des morceaux, dont beaucoup d'une merveilleuse beauté. Comment l'expliquer ? Hugo ne s'est pas appliqué méthodiquement à compléter sa fresque. Un ouvrage échelonné au long de 24 ans, et plus, puisque certains poèmes sont bien antérieurs au recueil de 1859, ne peut que manquer d'unité, surtout quand l'auteur, pendant ce laps de temps, mène 20 autres travaux. Par ailleurs, il manque de sympathie esthétique pour certaines époques ou certains pays, la Grèce de Périclès, le siècle de Louis XIV. Pour réaliser intégralement cette idée d'un cycle épique universel, il faudrait une diversité et une souplesse de génie prodigieuses, surhumaines. Enfin, Hugo a été rétréci par sa philosophie de l'histoire. Le sectaire en lui a diminué l'artiste. On voudrait pour l'honneur de Victor Hugo, pouvoir la négliger, admirer dans la légende des siècles un merveilleux livre d'images, sans y chercher une conception de l'histoire,
Mais il ne l'a pas voulu. Il tient énormément à sa philosophie de l'histoire, elle est l'âme de son livre. Comme l'écrivait Jules Lemaître, sa vision de l'histoire est de même sorte que sa métaphysique, sommaire, anticritique, enfantine et grandiose. L'histoire, c'est la lutte des mendiants sublimes et des vieillards décoratifs à longue barbe contre les rois atroces et les prêtres hideux. La légende des siècles devient ainsi, à force de simplification, une sorte de guignol épique. Les contemporains 4. Classement des poèmes. On peut classer les poèmes de la légende, première série, en 4 grandes catégories. 1. Les petites épopées, ou anecdotes épiques. Ici Hugo est un vrai poète épique. Toute son ambition est de faire revivre les âges disparus. La vérité poétique et la beauté de l'évocation priment tout pour lui. Il a le sens de la diversité des temps et se prête vraiment au passé, avec une couleur générale juste et une étonnante puissance pittoresque. Bouze endormi, première rencontre du Christ avec le tombeau Mahomet, Eviradnes, Rabert, le petit roi de Galice, ces 3 pièces avec un moindre degré d'impersonnalité, Embryo, le mariage de Roland. 2. Des moralités épiques, comme des poèmes de Vigny, des sortes de paraboles. L'affabulation illustre une vérité morale. Ces poèmes s'éloignent déjà de l'impersonnalité, puisque le poète dirige tout son récit vers une affirmation d'ordre philosophique, ad probandum. Mais du moins ce sont des idées générales. La conscience, le parricide Zimzizimi, Sultan Mourad le crapaud. 3. Des satires ou pamphlets épiques. Cette fois, le poète met l'histoire au service de ses haines politiques ou religieuses, c'est l'inspiration des châtiments. Le jour des rois, la rose de l'infante, les raisons du Momo Tombeau, le régiment du baron Madrousse. C'est bien ici que, selon l'expression de Gustave Lançon, la forme épique enveloppe une âme lyrique. 4. Des poèmes symboliques. Ici nous sommes en plein lyrisme, hors de l'histoire et même de la légende, hors des temps. Chacun de ces poèmes est une création mythologique, une immense image organisée et vivante, fruit d'une imagination visionnaire, apocalyptique. Le satire, pleine mer, plein ciel, la trompette du jugement. Ainsi la légende des siècles va de la petite épopée, au lyrisme visionnaire, en passant par la parabole épique et la satire. L'élément satirique polémique deviendra dans les 2e et 3e séries, de plus en plus envahissant. L'ensemble s'écartera beaucoup de l'impersonnalité épique. Comment d'ailleurs ? La légende pourrait-elle être vraiment impersonnelle ? Elle suit de près les châtiments et les contemplations, œuvre toute brûlante de lyrisme, et elle est presque contemporaine de l'achèvement des Misérables, 1862, roman bourré d'intuition et de thèse, un roman social. Brunetière-Dix a proposé de dénommer la légende épopée sociale, par opposition aux épopées purement narratives, c'est-à-dire franchement épiques. Celles-ci prétendent uniquement à l'évocation vivante d'une époque. Hugo, lui, veut en outre, peut-être faut-il dire surtout, illustrer sa philosophie de l'histoire, pétrie de ses passions et de ses haines, sa chair et son sang. Ainsi par elle, c'est son moi tout entier, vivant et frémissant, qui se mêle à ses récits. Le génie épique dans la légende. Une vision concrète. Par où la légende des siècles est-elle vraiment épique ? Par l'imagination de Victor Hugo, une des plus authentiquement épiques qui soit. Il n'y a pas d'épopée sans l'imagination concrète des formes et des couleurs. Tous les grands poètes épiques, depuis Homère, sont des gens pour qui le monde extérieur existe. Dante lui-même, qui se meut dans le monde surnaturel, a une plastique précise et sculpturale, au contraire de Klopstock, qui est au fond, un lyrique égaré dans l'épopée. Or, la vision des formes et le don de les évoquer est probablement la faculté maîtresse de Hugo. C'est elle qui donne à son œuvre solidité, réalité tangible et forte, à la fois dans les détails et dans les ensembles. Dans les détails d'abord, car l'épopée est un récit, c'est-à-dire un tissu d'actions, de gestes, de paroles. Tout cela doit être d'autant plus précis et vu, que les héros sont plus surhumains. Il faut que l'héroïsme pose sur un fond de réalité quotidienne. Seuls les petits faits donnent l'illusion. Hugo y excelle. Pas un de ces récits où il ne sème des détails familiers, réalistes, ce sont des choses vues. Par là il authentifie la légende. Ainsi le portrait de Jubal, la conscience confère un fra VV 35 à 36, dans l'an 9 de l'Hégire, sa bouche était toujours en train d'une prière,
il mangeait peu, serrant sur son ventre une pierre. Il s'occupait lui-même à traire ses brebis. Il s'asseyait à terre et cousait ses habits, VV 21-24. Dans Eviradnes, ces armures dressées en statues équestres, sont-elles des spectres, des larves? Elles semblent se dissoudre en plein rêve. Mais non, grâce à des traits comme celui-ci. Le métal fait reluire en reflet dur et froid, sa grande larme au mufle obscur des pales froids, VV 565-566. Dans plein ciel, l'image de la voûte des celliers prête une réalité tangible à des imaginations apocalyptiques, confère Infra, volume 508. Dans Sultan Mourad, grâce à Mourad suivi des victoires rampantes, le vautour essuyait son bec fauve aux charpentes, du temple de Thésée encore pleine de clous, VV 17-19. Et de bout en bout des poèmes comme Le cimetière d'Elo ou Les pauvres gens, confère Infra. Dans les ensembles ensuite, c'est le triomphe de la faculté d'évocation de Hugo. Il y a là une sorte de paradoxe. D'une part, il prend d'étranges libertés avec la chronologie et les faits de l'histoire 11. Et pourtant, la part faite aussi large qu'on voudra à la fantaisie, à l'ignorance, à la négligence, il reste que le décor de l'histoire, non pas l'âme, est ressuscité avec une splendeur incomparable. Victor Hugo est un puissant visionnaire du passé. Il réussit à rendre sensible la différence des temps, donne à chaque époque une coloration spéciale. Cela, c'est la couleur locale, souvent encombrante dans le drame, mais nécessaire dans l'épopée. On se rappellera notamment Boue endormi, biblique et patriarcal, les 300, tout le pêle-mêle de la barbarie asiatique, l'éclat et la cruauté de l'islam dans Sultan Mourad, le Moyen-Âge, chrétien, héroïque et bonhomme, dans Embryo, hérissé et farouche dans Eviradnes, dans Rabert, la somptuosité barbare d'une petite cour italienne à la fin du Moyen-Âge, la rose de teint fente, comme un portrait de Velázquez, etc. Parmi tous ces grands décors, il n'en est pas qui donnent une illusion plus puissante que ceux du Moyen-Âge espagnol, le petit roi de Galice, le Cid exilé, Bivar, le jour des rois, et ceux du Moyen-Âge allemand, Eviradnes, mais non Welf, Castellan d'Osbord, qui tient de la satire lyrique plutôt que de l'épopée. C'est que Hugo a vu, au moins partiellement, l'Allemagne et l'Espagne. De ses voyages, en 1839 à 1840 et 1843, il a rapporté des albums chargés de notes qu'il utilise jusqu'à la dernière ligne. Paul Béret a prouvé que les poèmes de la légende en sont nourris 12. Quand les souvenirs personnels viennent ainsi vivifier la documentation livresque, il n'est pas étonnant que la puissance de l'évocation en soit doublée. Mais cette évocation du réel ne suffit pas. S'il s'en tenait là, le poète épique ne serait qu'un historien en vers. Or sa fonction propre est d'élaborer l'histoire en poésie. La transmutation de l'histoire en légende épique. La transmutation de l'histoire en légende épique s'opère tous les jours dans l'imagination populaire. Faut-il dire imagination collective ou plutôt imagination de quelques individus anonymes, dont Hugo, par l'instinct de son génie, imite les procédés. Elle procède par simplification, en réduisant un fait ou un personnage à des traits caractéristiques. Ainsi, dans l'imagination populaire, la prise de la Bastille est un schéma de la Révolution. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.